Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Hello, Yo, 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 yo! Comment il va, mon Steve? Ça va très bien. Effectivement, j'ai pris quelques temps de repos, pas du tout, parce que je suis en train de monter le show, mais hey, 50e épisode de suite qu'on qu'on a des invités pour vous, puis qu'on fait des spéciales de tout genre, et cette semaine, ça continue, parce que moi, je suis content. Moi, je suis content parce que je suis un fan fini de lutte depuis ma tendre enfance. Là, on a décidé de faire un spécial lutte en vous parlant des gimmicks d'horreur, des lutteurs dans les films d'horreur. Et on n'a pas deux invités cette semaine. On a Bertrand Hébert, qui est une légende dans le monde de la lutte au Québec. Il a écrit des livres que je vais te laisser nommer tantôt Martin Durand-Sabillot. Je ne vais pas tout voler ta job. Et on a aussi le réalisateur du film Monster Brawl, qui est un film complètement capoté avec des lutteurs, des monstres. Jesse Thomas Cook qui va être avec nous vers la fin de l'émission. Donc, très hâte de faire ce show-là avec vous. Yeah. En parlant d'auteur, on a un invité. Salut les zombies, je suis obligé de parler doucement parce que quand je crie à chaque fois, je me suis fait engueuler par le patron. Bon, à plus tard. J'ai vraiment rien contre ça, par exemple, ça fait du bien aux oreilles. J'ai hâte de parler à nos deux gars. Mais non, je déconne! J'ai hâte de parler à nos deux invités, mais avant... moi, je me suis acheté une pièce complètement incroyable cette semaine, fait que j'ai hâte de la montrer, fait qu'on peut faire le petit tour de table horrifique, ça va être le fun. Bienvenue au tour de table horrifique! Mais là, j'étais un petit peu curieux parce que toi, ça fait super longtemps que tu n'es pas revenu à l'émission. Tu as dû acheter un méchant paquet d'affaires. Ouais, j'ai plein de trucs, mais là, je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai montré ou que j'ai pas montré. Fait que je vais me limiter à quelques petits trucs que je peux faire tout de suite. Hey, je peux-tu commencer? Ben oui. Et j'ai reçu deux pins pour mon sac de convention. La pin d'Amityville, qui est très belle ici, comme ça. Et j'en ai reçu un autre qui s'est marqué « What's your favorite scary movie? » Nice. On voit pas bien à cause de la lumière. En tout cas, elle est super belle. J'ai reçu un film de Wes Craven. Chiller. Jamais vu. Ça fait longtemps que j'ai vu ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai Mon reçu meilleur film à vie. la pièce de résistance. Regardez ça, là, je vais me tasser un petit peu, je vais vous montrer ça. J'ai reçu une chaise de réalisateur de Demon Knight. Oh, God. Hein? Elle est incroyable. Fait que j'ai fait 1h30 de voiture pour aller chercher ça à Varennes, dans le trafic, lundi dernier, en soirée. Hey, il va falloir que tu fasses te mettre au régime, là, si tu veux grimper dessus, hein, mon gars. J'osais pas le dire. C'est une pièce de collection, là, c'est pas pour s'asseoir dessus, c'est pour la regarder. Complètement différent. Mais je suis pas surpris que tu aies fait 1h30 de voiture juste pour ça. J'aurais probablement fait la même chose si ça avait été quelque chose comme pour Deadly Friend. Et voilà. J'ai le goût de parler d'un petit quelque chose qui est venu sur la table cette semaine parce qu'on avait eu un concours à un moment donné avec l'As des jeux qui était un tirage d'un jeu d'horreur. Je me suis dit, hey, pourquoi pas montrer les jeux d'horreur que j'ai? Si jamais vous êtes des board game players, vous savez, il y en a de toutes les sortes, les jeux, il y en a des milliers et des milliers, mais pour ceux-là qui ne le savent pas, il y a de l'horreur. Et je vais vous donner quelques exemples. Je l'ai déjà montré celui-là, mais on l'a joué nous autres quand on était en chambre, puis c'est fait, moi, un dessin et mime horreur. C'est drôle, mais quand tu es connaisseur d'horreur, par exemple, c'est un petit peu facile. Oui, effectivement. Mais ça d'ailleurs, il faut que tu sois bon comme mime. Et toi, tu es un excellent mime. On devinait tout. Il y a pour les enfants aussi des jeux comme Zombie Kids.
Très bon jeu d'ailleurs, si jamais vous voulez l'essayer. J'ai un de mes favoris qui est souvent difficile à terminer, Zombies. Et pour ceux qui jouent à Zombies, vous remarquerez ou vous vous rappellerez qu'il y a beaucoup, mais beaucoup de maps que vous pouvez rajouter là-dessus. J'en ai un intéressant ici. Je l'ai trouvé drôle. Ça se joue bien avec ma fille. Ça s'appelle Bite Night. Hein? Il faut que tu trouves un moyen de te sauver des vampires en jouant le prêtre ou la demoiselle en détresse. Et celui-là, c'est pour Elzamblar, car je sais que Elzamblar adore les monstres. Et c'est King of Tokyo. Ça, c'est super le fun. On joue beaucoup avec mon fils. Mais on ne joue pas avec le deuxième village, là, c'est trop compliqué. Fait qu'on reste comme minime là, avec. Les games se font vite. Est-ce que ça pète des villages, ça détruit tout? Ça pète des Bon, villages. alors, En fait, tu joues un monstre, tu joues n'importe quel monstre, puis il y en a une tonne parce que tu peux en acheter, puis tu as des superpowers de plus quand tu les achètes. Et le but, c'est d'être le king de Tokyo ou celui de New York, parce qu'il y en a un pour New York. Et pour faire ça, ben, il faut que tu tapes les autres à la gueule, il faut que tu détruis tout ce qu'il y a alentour de toi, puis il faut que tu montes jusqu'à la place précise où il faut que tu deviennes le roi de la ville. C'est parfait, ça, dis donc. C'est parfait. Toi, Zomblard, as-tu reçu quelque chose? J'ai deux petits trucs, en fait. J'ai des classiques. Je voulais voir ce que ça donnait en 4K. Je me suis acheté Jaws. Oh. Je voulais voir qu'est-ce que ça allait donner. Je l'ai pas encore vu, mais je viens de le recevoir. Et puis, je suis passé devant, et puis je l'avais pas. Et puis, j'ai dit, bon, je vais le prendre parce que ça me fait rire. La pochette me fait rire. C'est les... Ouais, mais... Jason Ghostwell, il n'est pas dedans. Avec ça, non, je sais, c'est ça, c'est dommage. Je comprends pas pourquoi ils ont fait 8. Mais bon, ça me fait marrer, donc j'ai dit je le prends. C'est pour 20$, franchement. C'est drôle. Ouais, je voulais mentionner, par exemple, Jaws en 4K. Si c'est aussi bon que la restauration qu'on fait sur le Blu-ray, tabarouette, ça va être... je vous rencontrerai, là, je vous rencontrerai. J'espère qu'il y aura une belle restauration dessus. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Bienvenue. Martin, vas-y donc, là, on a assez parlé, là, on a des invités, puis on veut enchaîner. Fait que moi, j'ai hâte de parler à Bertrand, je veux parler de lutte. Écoute, vu que c'est Bertrand, je veux essayer quelque chose pour dire sa biographie, et c'est de le faire à la façon d'un annonceur de lutte. Je vais essayer ça, OK? Juge-moi pas, Bertrand, si tu m'entends. Alors, Bertrand Hébert, dans les années 90, il a géré la ligue locale NCW et collaboré au magazine américain Pro Wrestling Illustrated. Il a aussi travaillé avec la ligue TOW, Top of the World, et commenté le sport sur le site web Lutte Québec. On le présente aujourd'hui comme étant historien de la lutte professionnelle avec son complice Pat Laprade. Bertrand Hébert est co-auteur de plusieurs ouvrages portant sur la lutte, dont À la semaine prochaine, si Dieu le veut, 2013, sur la lutte professionnelle québécoise, Maurice Mad Dog Vachon en 2015 et Le Géant Ferré, la 8e merveille du monde en 2020 sur André Russi-Moff. Voici, mesdames et messieurs, le seul, l'unique, Bertrand Hébert! Il a fallu partir une musique, là, on n'y a pas pensé. Salut Bertrand! Salut! Ça va bien? Je me suis trompé dans ta biographie? Il manque juste Accepted avec Pat Patterson. Pat Patterson, je m'en allais le dire. Voilà, merci de m'avoir remis à ma place. Mais pour défendre Martin, c'est Christophe qui a écrit la bio, puis c'est Christophe qui a oublié cette ligne-là, je présume. C'est pas la faute de Martin, c'est la faute de Christophe. J'aime ça. Hey Bertrand, écoute, moi, c'est moi qui t'a écrit il y a quelques semaines parce que je voulais t'avoir sur le show parce qu'on voulait faire un spécial lutte. Puis, il y a beaucoup de lutteurs qui se retrouvent dans des films d'horreur et il y a beaucoup de gimmicks de lutte, d'horreur à la lutte en tant que telle. Fait que là, je veux parler des deux. Tu veux commencer par quoi? On peut commencer par les lutteurs, par les gimmicks ou les personnages. Merveilleux. Doués de pouvoirs surnaturels ou du moins qui aiment jouer dans la tête de leur adversaire avec des théâtriques, comme ils disent en anglais, pour impressionner la galerie.
Moi, je le mentionne tout de suite parce que je suis un vieux de la vieille, j'adore la lutte. J'ai pas suivi la lutte à la lettre comme j'aurais voulu le faire, faute de temps et tout. Mais quand tu vas me parler là, de personnages comme Kane, Sting ou The Undertaker, là, moi, être tout là. Mais en fait, ça serait qui? Je ne veux pas dire le premier lutteur, mais un des premiers lutteurs comme horrifiques qu'on pourrait dire. Tu sais, il y avait des Killer Kowalski, des choses comme ça, mais c'était dans leur nom un peu, mais en tant que gimmick vraiment. Là. Il y a eu plusieurs versions de la momie à divers territoires. Là. La momie, c'était très épeurant. Là, le mort-vivant. Puis bon, il y avait tout le... Il prenait des gants, puis il coupait les doigts de la momie, puis là, le sable tombait à la télévision durant l'entrevue. Fait que les gens... J'ai jamais vu ça. Il y a eu plusieurs versions de la momie. Ça, je sais, là, il y en a eu beaucoup. Là. Il y a eu toutes sortes de tentatives. Là. S'il y a eu un personnage au cinéma, il y a eu une tentative à un moment donné, à un endroit, quelque part, d'en faire un personnage de lutte, là, que ce soit un loup-garou ou la momie, là, qui étant certainement le préféré, là, jusqu'à l'arrivée là, des personnages un petit peu plus sérieux. Là. Puis je pense qu'on peut vraiment parler de l'Undertaker comme étant le prototype puis le personnage qui a créé cette possibilité-là, puis que les moyens techniques aussi ont donné la possibilité de créer, parce que la lutte, c'est toujours de créer le doute. Ouais. Le doute, ben, peut-être que oui, tu sais, puis peut-être qu'ils saillissent pour vrai, peut-être que ça l'a fait mal. Puis avec Undertaker, c'était, ouais, mais ça a pas ça se peut pas, mais c'est comme, Ouais. il a vraiment créé cette aura-là autour de lui. Puis bon, on a fait apparaître des éclairs dans un aréna. On l'a enterré vivant. On l'a fait ressusciter des morts. Je veux dire, on a vraiment mis toute la gomme au niveau technique là, pour vendre ce personnage-là au fil des années. Mark Calloway, lui, jusqu'à sa retraite, fait tout en son pouvoir ou presque pour garder le secret autour de son personnage puis de toujours jouer le personnage en public. Et ça a vraiment créé un aura mythique autour du personnage que les gens ont adoré. Ce qui a même, bon, puis au travers de ça, il y avait son gérant Paul Bearer, qui avait une véritable formation d'embaumeur, qui était son gérant et qui était aussi le père du demi-frère de l'Undertaker, Kane, qui est l'autre personnage qui a découlé de cette histoire-là, là, qui est quand même une saga assez impressionnante dans un monde qui généralement marche plus avec un pied dans la réalité. Avec la saga d'Undertaker, son frère et Paul Bearer, on a marché là, dans le surnaturel puis dans le très hors du commun très, très longtemps. Puisque Undertaker a officiellement accroché ses bottes il y a un petit peu plus d'un an. Moi, il faut que je mentionne quelque chose sur Undertaker. Maudit qu'ils m'ont fait chier quand il a perdu à WrestleMania pour la première fois. On a joué un peu avec son aura cette fois-là. C'est les classiques de la lutte, ça. Hein? Des fois, des décisions sont prises dernière minute. Et le corps aussi de l'Undertaker à chaque année était de plus en plus... ne répondait pas à l'appel. Donc, de ce que j'en comprends, à la dernière minute, Vince a calé la shot pour que Brock gagne. Puis en plus, Undertaker a subi une commotion cérébrale dans ce combat-là, ce qui fait qu'en plus, le combat n'a pas nécessairement livré le meilleur de l'Undertaker pour le départ. Puis quand il a perdu par la suite contre Roman Reigns, c'était pas non plus le meilleur des combats. Mais il a par contre aussi affronté un autre personnage surnaturel avant même qu'il atteigne son paroxysme de ce côté-là, qui est Bray Wyatt, où il a quand même repris une victoire à WrestleMania en affrontant Bray Wyatt. Bray Wyatt, qui à cette époque-là était plus encore là, le monsieur dans la cabane de bois qui avec la lanterne, qui parle de façon un peu bizarre, mais qui s'est transformé au fil du temps là, dans le personnage qu'on vient de voir là, de Fiend, et qui a connu une popularité quand même fulgurante là, avec sa double personnalité. Il y avait son personnage de style Monsieur Rogers, là, Mr. Roger, qui se transformait en ce lutteur masqué là pour affronter les adversaires.
un succès au niveau financier pour la WWE, là, parce que des figurines et autres produits en lien avec ce personnage-là, ils ont vraiment fait la palette. Là. C'était un des meilleurs vendeurs quand tout ça a commencé. Là. C'était comme toucher de l'or. C'est d'ailleurs, ça a surpris beaucoup de gens quand on l'a laissé partir. Mais là, la dernière rumeur veut que justement Wyndham Rotunda, de son vrai nom, a participé à un film d'horreur justement là, avec le nom m'échappe, là, mais il y a une personne là, du monde de l'horreur là, et des films d'horreur qui a travaillé avec lui sur le Masque du Fiend. Puis ils ont préparé ils ont préparé un film là, récemment. Là. Donc, ça, c'est à suivre et à venir. Là. Il y a un véritable film avec potentiellement une version du Fiend ou de Bray Wyatt qui va nous apparaître à un moment donné ou un autre. C'est une personne très, très créative. Moi, j'ai toujours cru à cette époque-là, surtout quand Undertaker a rencontré Bray Wyatt à WrestleMania, qu'on allait faire de Bray Wyatt le digne successeur de l'Undertaker. Ouais. Et on n'est pas allé là du tout. Donc, tu vois, moi, je pensais qu'elle allait faire ça avec Aleister Black à un certain moment. Oui, j'y ai pensé aussi. Là aussi, on a vite abandonné. C'est un peu le problème de la lutte d'aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de patience avec une nouvelle idée. On ne lui laisse pas... Parce que si on regarde ça, Undertaker, là, quand il a commencé, là, son premier match à WrestleMania, c'est WrestleMania 7 avec Jimmy Snuka. Ce Undertaker-là, puis l'Undertaker qui lutte avec Shawn Michaels quelques années plus tard, c'est pas tout à fait le même lutteur. On lui a laissé beaucoup de place pour se développer, puis transformer son personnage, puis justement devenir de mieux en mieux dans l'arène. Et on laisse souvent pas aux gars d'aujourd'hui plus que quelques semaines pour se développer avant souvent de lancer la serviette. C'est dommage. Je trouve que, par exemple, à la AEW, à All Elite Wrestling, là, la nouvelle ligue de lutte, Aleister Black dans Malakai Black, oui. avec la House of Black, avec Brody King et Buddy Matthews, ils font une nouvelle faction tirant un peu là, dans le surnaturel et dans l'horreur. Avec, je pense qu'on va leur donner beaucoup de place ultimement. Puis tranquillement, on construit puis on laisse. Là, la promo de cette semaine est encore excellente. On leur donne le temps de développer quelque chose. Donc, c'est à suivre de ce côté-là. Là, mais je peux pas m'expliquer pourquoi que justement on n'est pas aussi patient qu'on a pu déjà l'être ou qu'on voit pas le potentiel de ces nouveaux personnages-là un peu plus surnaturels. Tantôt, tu parlais de Bray Wyatt, mais quand il a commencé, bon, à part avant, au début, il s'appelait Husky, je ne me rappelle plus trop quoi, là. Mais son personnage de Bray Wyatt était tiré du film Cape Fear de Martin Scorsese, de Robert De Niro, qui est un remake également. Là. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom du personnage dans le film. Et ce personnage-là avait aussi été fait avant à WWE par un autre lutteur, que le nom m'échappe parce que ça fait trop longtemps. C'était Dan Spivey qui jouait Waylon Mercy. Voilà, exactement. Exactement. Et de Bray... Excuse-moi, Martin, vas-y. C'est drôle parce qu'on parle de lutte, puis on parle de plusieurs gros noms, mais corrige-moi si j'ai tort, Bertrand, mais est-ce que tu serais d'accord à dire que les personnages les plus populaires dans l'histoire de la wrestling, je te dirais peut-être à partir d'un certain moment donné, c'est surtout les monstres, c'est surnaturel, les méchants. Tu sais, je vais te donner un exemple, OK? Hulk Hogan, qui est une des plus grandes vedettes de la lutte, est devenu, selon moi, vraiment encore plus populaire quand il a rejoint la NWO. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Ben, Hulk Hogan va subir une cure de jouvence de changer de camp puis d'aller avec la NWO puis de devenir le méchant parce que son personnage est un peu usé. Dans la lutte, c'est toujours de se renouveler. C'est ce que beaucoup a été Undertaker, c'est qu'Undertaker va se renouveler, changer, revenir en arrière, tweaker et transformer le personnage tout au long. Là. Donc, quand Hulk Hogan va dans cette direction-là, il va effectivement redonner un souffle de vie à son personnage. Là. Puis, bon, moi, je me souviens à cette époque-là,
moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je commençais à écouter la lutte, il parlait qu'un lutteur à 40 ans, c'était fini. Là. Il était bon pour la retraite. Ouais. C'est ça qui est arrivé avec ces personnages-là plus grands que nature, que ce soit Undertaker qui a étiré sa carrière ou Hulk Hogan, c'est que ces gars-là, rendus à 40 ans, ils ne se sentaient pas vieux, eux autres. Là. Et ils étaient habitués à un certain rythme de vie puis à attirer des grandes foules. Donc, ces gars-là ont cherché à étirer leur carrière et à transformer leur carrière. Parce que dans la lutte, on peut se permettre de faire ce qu'un vrai sportif ne peut pas réussir toujours, c'est-à-dire de battre l'âge. Il y a toute histoire aussi à raconter de ce côté-là quand on raconte une histoire de lutte, qu'un personnage va aller plus loin que son personnage ou que son âge nous laisse croire. Là. On peut penser à notre lutteur local, PCO, qui a renouvelé sa carrière, Pierre-Carl Ouellet, qui est un de mes bons amis. Là. Je suis comme son gérant d'affaires, conseiller personnel. Et il a complètement retransformé son personnage en créant l'histoire autour du fait que après avoir connu du succès dans les Québécois, comme Jean-Pierre Lafitte, le pirate, et d'autres aux États-Unis, son personnage était mort et enterré. Et là, on a cette espèce de Destro qui va déterrer Carl Ouellet, lui insérer une batterie et le faire renaître. Et aux États-Unis, maintenant, c'est le French Canadian Frankenstein, PCO. Donc, il va vendre qu'il n'est pas humain, he's not human. Et ça l'a complètement renouvelé sa carrière alors que Carl frappe aux portes de la soixantaine. Donc, c'est fabuleux qu'on peut réussir à se réinventer ainsi. Puis lui, effectivement, c'est un personnage surnaturel qui l'a ramené à la vie littéralement là, dans le monde de la lutte. Là. Il a été champion du monde avec Ring of Honor, puis là, il est avec Impact, la lutte Impact. Donc, c'est vraiment exceptionnel là, à son âge là, d'être revenu comme ça. Là. Donc, c'est la possibilité de ces personnages-là. Et ces personnages-là vont chercher une corde sensible là, parce qu'on veut croire. La lutte, c'est toujours le concept, on veut y croire. Et quand c'est ces personnages-là qu'on voit parfois dans les films ou ailleurs, de les voir comme ça, nous faire douter, puis qu'on y croit, ben c'est fantastique. Là. Ça nous... ça vient nous chercher là, une corde que beaucoup d'amateurs de lutte ont. Et souvent, moi, ce que je vois, là, il y a comme une espèce de triangle entre l'amateur de lutte, l'amateur de comic book et l'amateur d'horreur. Là. Surtout. Il y a une espèce de lien invisible entre ces types d'amateurs-là qui vont souvent se promener d'un monde à l'autre en titre d'amateur. Là. Donc, dès qu'on a un personnage surnaturel présenté avec sérieux, avec les moyens qui n'ont pas cessé d'augmenter depuis les années 90, c'est certain là, que ça vient chercher les gens parce qu'on veut y croire. Mais tu vois, excuse-moi, Martin, tantôt on a parlé de Undertaker, on a parlé de Hulk Hogan, Hollywood Hulk Hogan. Ces deux personnages-là, en fait, ont amené comme deux autres personnages. Pour Taker, je pense que Mankind a quand même vraiment aidé. Là. Et pour Hollywood Hulk Hogan, ben, c'était la grosse rivalité avec Sting qui est devenu Dark. Et là, qui fait vraiment... Tu parlais de comic book, de films d'horreur et de lutte. Sting, c'est comme le total package parce que The Crow, c'est comme boom. Puis ces deux gars-là sont devenus... sont encore... En fait, Sting lutte encore, mais c'est comme wow. Tu sais. Sting lutte encore en poussant, lui, bien comme faut la soixantaine, à cause de ce personnage surnaturel-là qui était totalement à l'opposé de ce qui avait été jusqu'à ce moment-là, de Surfer Sting, là, quand il est appelé. Là. Et il a été 1 an de temps à ne pas lutter, à être dans le nid de corbeau, le crow nest des arénas. Et il vit encore 20 quelques années plus tard, encore sur cette réputation-là, ce souvenir-là qui a imprégné aux amateurs de lutte aujourd'hui. Puis, il est en train de passer ça là, à un autre personnage qui n'est pas nécessairement surnaturel, mais qui est un peu dans le thème d'horreur qui s'appelle Darby Allin avec All Elite Wrestling, là, qui se peinture la moitié du visage avec un crâne. Puis, cette semaine, il y avait un combat de cercueil. Ouais, c'est ça, un casquette match.
avec des punaises de clouées dans le cercueil. Il est un peu une espèce de cascadeur suicide, si on veut, au niveau de Darby Allin. Il y a toute une vraie histoire en arrière de ça. Là, Darby Allin a survécu un accident de voiture avec son oncle qui est décédé, qui était en ébriété. Donc, depuis ce temps-là, il n'a jamais pris de boisson, mais il marche sur la ligne entre la vie et la mort. Ou, quelque chose comme ça. Là. Donc, les gens et les jeunes trippent beaucoup là-dessus. C'est un des personnages qui a eu le plus de succès, là, qui était totalement nouveau avec All Elite Wrestling. Et c'est un personnage un peu là, qui sort là, de Monsieur, Madame, tout le monde, qui s'entraîne au gymnase et qui a de l'air d'un lutteur. Moi, j'avais une petite question à te poser pour s'éloigner du sujet, parce que tu parles de s'éloigner du monde, d'être monstrueux, etc. Et en fait, ça va te surprendre, mais moi, c'est ça que je pense de toi. Pourquoi? Parce que je suis en train de lire ça. Très Ok. bon, excellent livre. Moi, j'étais... Remonte-les. Ouais. Ah, voilà. Le géant ferré, la 8e merveille du monde. Parce que moi, dans ma jeunesse, j'étais à fond dans la lutte. Période géant ferré contre Hulk Hogan. C'était incroyable. Quand j'ai vu ce livre, et forcément, je l'ai pris parce que je voulais lire. Et il y a une... Regarde. J'en suis, tu vois, mon marque-page, il est au tout début, là. J'ai juste lu, un peu plus d'une centaine de pages. C'est plus que Kevin Raphaël. C'est incroyable. C'est incroyable la somme d'informations qu'il y a là-dedans. Mais toi, t'es un monstre. Comment t'as fait? C'est hallucinant. Oh, t'avais été dans les détails, on dirait que tu l'as suivi à... Ok, Zamblard, laisse-les parler, là, arrête de faire... Ah ouais, mais c'est hallucinant, quoi. Allez, vas-y, dis-moi tout. Il y a beaucoup d'expérience là-dedans. C'est quand même notre 3e livre, mais aussi le géant ferré, moi, là, c'est pas... Lui-même est un personnage fantastique. Il a vécu la vie du géant ferré avant de vivre la vie d'André Roussimoff. Créer un personnage. Et pour nous, c'était totalement fascinant. On a gagné beaucoup de crédibilité avec les gens qui l'ont connu au fil du temps avec nos premiers ouvrages. Puis, on voulait vraiment démystifier tout ce qui était personnage et invention autour d'André Roussimoff versus la vraie personne, versus ce qui s'est vraiment passé quand on s'est mis à vendre ce personnage-là. Donc, on voulait absolument créer un ouvrage qui était à la fois l'histoire du Jean Ferré, mais qui allait chercher la vie d'André Roussimoff. Fait que pour nous, c'est un projet de passion. Là. Nous, quand on plonge là-dedans, on n'arrête jamais. Là. On est très, très, très chanceux parce que le livre a été publié à la fois en anglais et en français, là, comme la biographie de Maurice Vachon, puis notre premier livre à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Et le géant là, est certainement le personnage le plus... important auquel on s'est attaqué, là, puis bon, c'est un compatriote français, mais c'est merveilleux cette histoire-là. Là. Moi, un de mes rêves, ce serait de créer des histoires fantastiques autour d'André le Géant ou du Géant Ferré, là, qui combat justement des monstres ou qui s'attaquent à Dracula ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a un univers à explorer là-dedans parce que le Géant Ferré en lui-même a créé cette espèce de personnage qui dépasse ce qui est créé dans le monde de la lutte. Là. On va toujours se rappeler de son rôle dans Princesse Bouton d'Or, de Princess Bride. Mais il y a également, tantôt tu me disais rapidement, hors d'onde, il a également joué dans un autre film connu, puis le monde ne le savent pas trop. Effectivement, c'est assez... et je ne sais pas si les gens ont vu Conan le Destructeur. Conan the Destroyer, le deuxième de Conan avec Arnold Schwarzenegger, qui est moi puis mon frère, le Conan le Barbare, c'est comme dans notre top là, de films de frères là, avec Jaws, là, d'ailleurs. Je savais qu'elle était pour apparaître. Et le monstre à la fin, là, quand la statue se transforme en monstre à la fin, c'est le géant ferré qui est en dessous du costume dans Conan le Destructeur. Et il n'y a pas de crédit au générique. Mais je veux dire, quand on regarde la bataille entre Arnold Schwarzenegger et le monstre en caoutchouc, là,
C'est comme, on voit les grandes claques, puis on reconnaît le gestuel du Jean Ferré. Moi, ça me dépasse d'avoir été un fan de lutte à ce point-là, puis de ne pas m'être aperçu que ce gars-là bougeait dans le costume, puis tapait comme le géant Ferré dans sa bataille avec Arnold. Et il n'y a pas de crédit au générique. Potentiellement parce qu'il n'y a pas de ligne. Avec nos recherches dans le livre, on s'aperçoit là, que André est au Mexique pour lutter pour des promoteurs mexicains. C'est avant un peu que Vince prenne le contrôle des contrats puis laisse pas faire aux lutteurs tout ce qu'ils voulaient, n'importe comment. On sait qu'André faisait beaucoup ces rôles-là dès qu'il avait une chance pour garder ses assurances au niveau là, de l'Union des artistes là, de l'ACTRA aux États-Unis, là, de faire assez de crédit pour avoir droit à ses assurances santé de ce côté-là. Est-ce qu'il a pris ça en extra durant qu'il était en train de lutter au Mexique? Parce que, bon, c'est un peu inconnu, mais c'est fantastique de penser que c'est peut-être Géant Ferré, alors que moi puis mon frère, on adorait tellement puis qu'on ne s'est jamais rendu compte de ça. C'est assez étonnant comme crédit. Là. Mais bon, c'est sûr que Princesse Bouton d'Or, c'est le rôle du siècle de la vie d'André. Là. Oui. D'ailleurs, on en parle beaucoup dans le livre. Là. Il y a beaucoup de choses là, qu'on ne sait pas. Puis, étrangement, le personnage de Fezzik est un personnage qui est très, 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 très près de la véritable vie d'André Osimoff. Là, ça fait déjà 30 minutes qu'on parle. On n'a même pas parlé des lutteurs dans les films. Écoute, parce qu'on a parlé de The Crow un petit peu. On n'a même pas parlé de Gangrel, de Brood, de Vampiro, Great Muta. Même, on parlait de Bray Wyatt, Alexa Bliss, qui a comme, eu un petit side gimmick. Où est-ce qu'elle était là? Je vais la montrer parce qu'elle est adorable. Elle jouait très, très bien son personnage. Écoute, on a parlé trop longtemps, mais rapidement, là, mettons que tu nous nommes 5 rôles ou 5 films où est-ce que des lutteurs ont été dedans. On va commencer par des livres, c'est sûr, Roddy Piper. Et ensuite, tu dirais quoi là, qui est remarquable pour les fans à regarder? Ben, dans les films là, qui étaient vraiment des films WWE, je pense que Sino Evil avec Kane. Ben oui. Le premier, excellent. Vraiment un classique là, du genre là, qui aurait potentiellement pu avoir plus de succès ou avoir une meilleure réussite au final. Mais bon, je ne rentrerai pas dans tous les problèmes de la division film de la WWE. Là, mais, Leprechaun Origin, et boy, qu'est-ce que ça, c'était pas bon. Un film classique. Mon Dieu, là, je te dirais, moi, personnellement, Predator demeure toujours de mes préférés, avec potentiellement la meilleure ligne du film qui appartient à Jesse Ventura, I Don't Have Time to Bleed. Là. Temps de saigner. C'est vraiment aussi à une époque où très peu de lutteurs faisaient des apparitions au cinéma. Là, donc, ça, pour moi, c'est un classique. Je pense que la filmographie de El Santo est quand même assez impressionnante également. Je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment battre Blue Demon et El Santo contre Dracula et le loup-garou? Je ne crois pas. Ça, c'est bon. Hein? C'est comme, je veux dire, comme moi, là, s'il dirait Ultimate Warrior et Hulk Hogan contre Dracula, j'irais voir ça. Là, ben oui. Définitivement. C'est vraiment intéressant. Puis bon, il a été dans la science-fiction, dans le film d'espionnage. Il a tout fait El Santo. Donc, au niveau de la lutte mexicaine, là, c'est vraiment une icône là-bas. Il y a des statues de El Santo dans sa ville natale. Il a été enterré avec son masque. C'est vraiment une légende de la lucha libre au Mexique. Puis, il y a une filmographie qui est quand même fort impressionnante et que souvent, il y a eu les femmes vampires aussi. Là, il y a vraiment... ils ont vraiment toute la gamme de ce côté-là. Tyler Mane, ouais. il a joué dans une couple de films d'horreur aussi, right? Oui, effectivement, il a joué dans Halloween, c'est Michael Myers, je ne me trompe pas, right? Oui, il a joué quelquefois Michael Myers, Tyler Mane. Il a eu une petite carrière, il était un peu à la WCW. Rapidement, a bifurqué au cinéma. Donc, au niveau de la lutte, ça a été quelqu'un qui a passé comme un coup de vent. Mais effectivement, il a eu quand même une belle carrière au cinéma. Là. Il a aussi joué Sabretooth dans le premier film des X-Men. Oui. Ouais. Là, je veux, avant qu'on passe à Monster Brawl et Jesse, j'aimerais ça, Zamblard, que tu nous montres un petit extrait de Martin
en train de lutter. C'est quand on a ressorti ça des boulamites. C'est parti! Est-ce que la tomate est un fruit ou un légume? Un fruit! Un fruit, bonne réponse. Dans le film Peter Pan, combien le capitaine Crochet a-t-il de doigts? 5. Bonne réponse. Quelle est la monnaie de l'Italie? Next. Quel animal marin représente le 12e signe du zodiaque commençant le 19 février? Poisson. Bonne réponse. Calculez 5 x 5 plus 2. 27. Bonne réponse. Qui a écrit la pièce de théâtre québécoise Les Belles Sœurs? Michel Tremblay. Bonne réponse. Sur le drapeau japonais, quel symbole représente le cercle rouge? Le soleil. Bonne réponse. De quel animal vient le bacon? Merci. Bravo, c'était vraiment bon. T'auras jamais vu un rougeau d'aussi près. J'ai participé à cette émission-là qui s'appelle Distraction et il fallait que je réponde évidemment à des questions qui m'étaient posées pendant que je me faisais battre par Jacques Rougeau et Frank the Machine. Et quand ils nous ont mis le casque à la tête, j'avais déjà vu un épisode de Distraction où ils avaient fait quelque chose de semblable et j'ai fait comme Colin, je pense que je sais qu'est-ce qui s'en vient. Puis quand j'ai vu Jacques Rougeau arriver avec Frank the Machine, je capotais. J'étais comme, je peux pas croire que je vais me faire battre par Jacques Rougeau. C'est écœurant. C'était comme un petit n'importe quoi sans thème. Mais là, écoute, j'aimerais vraiment ça qu'on passe à notre... avec Jesse, j'aimerais ça qu'on monte parce que Monster Brawl, c'est comme le parfait mix de qu'est-ce qu'on parle. Des lutteurs dans des films d'horreur et des personnages qui luttent. C'est incroyable. Allons la bande-annonce, puis après, invitons Jesse à venir discuter avec nous. They've been out there for centuries, lurking in the shadows. Rotting in our stories and myths, and buried in our nightmares. For the time will come when monsters will shape the fortunes of all. Good evening, monster fans in Canada, Newfoundland, and the United States of America. Dave Foley, Art Hindle, Robert Maillet, Kevin Nash, Jimmy Hart, Herb Dean, Jason Brown, featuring Cyclops, The Mummy, Lady Vampire, Zombie Man, Witch Bitch, Swamp Gut, Werewolf, Frankenstein. 8 legendary monsters from around the world summoned to the ring to determine the most powerful monster of all time. I'm gonna be late for the Monster Brawl! It's the ultimate fight of the living dead. He's gotta throw everything at this fat son of a bitch! Monster Brawl. Anyone who watches Monster Brawl is going home in a body bag. Wow, this thriller is amazing. Hey, Jesse, what's up? Not much. How are you guys doing? Pretty good. Hey, welcome to the show, Jesse. I got to say something. First time I saw Monster Brawl, I was at the Mayfair Theater, and it was like a party, a real party. I did not know what I was supposed to expect, but when I went there and saw how the movie was made and what kind of characters you had in the movie, I enjoyed the ride all the way. Thank you very much for this. Oh, thank you. What a treat seeing that trailer. I hadn't watched it in a number of years. And it brought a lot of memories back. I have like my first question is, how come you came up with that kind of movie? It's like all over the place. So it's like, wow, where the idea came from. I think from just a childhood love of wrestling and horror movies, it kind of just clicked one day, and it wasn't something I developed for a long time. I'd made a cannibal movie, my first film called Scarce, with one of my buddies, and we
we traveled around with that. And the movie, it's not a very good movie. It's funny to watch it now, but we went back to the drawing board. We were bartending again and whatnot. And we thought, well, we want to make a career out of this. So let's think of a couple new movie ideas. My friend, we were going to direct them on our own this time. So Monster Brawl was going to be my first kind of directing on my own. My friend had a good zombie film idea, and we both had grown up always loving the zombie subgenre. And I had a couple other ideas that were more like serious in nature. And then I just said, you know what, fuck it. Like, I just want to make something that just combines kind of some of the nostalgia from my youth. And I thought it was just kind of an interesting, fun idea that didn't ask much of its audience and just kind of knew where it fit. It was just going to be something with a lot of gore and a lot of classic monsters that I don't think at the time we made it in 2010. We hadn't seen the reinvention of the Universal monsters yet again. So it kind of just combined my love of zombie films. We have a zombie in it, and a lot of kind of our own spin on those Universal monsters, like Creature from the Black Lagoon. I believe in the trailer the guy's named Swamp Gut, and we kind of designed them so they all had different wrestling techniques and managers and trying to combine both niches. I don't know how well we succeeded because it's not really much of a movie now that I think about it. It's like an actual tournament. Yeah. A tournament. Yeah. Yeah. And I have to ask you, okay, how the hell did you manage to get all those names? I mean, wow. Yeah, Nash, Jimmy actors Hart in there and all the wrestlers. How the hell did you do that? Well, we for sure wanted to pay tribute to wrestling. I mean, we had our wish list of people who we wanted to get. Jimmy Hart for sure, because he was like just the mouth from the South was such an iconic guy who's like, I believe he came up through like with Andy Kaufman and Jerry Lawler, and from that I believe Tennessee, that Memphis wrestling scene, and but we also had in mind at one point the guy Art Hindle played, who was like the former champion. He's like the color commentator. We had Roddy Piper cast, and he was fully committed. And something like 2 weeks before we went to shoot, he got signed on for SummerSlam that year, and he had to pull out at the last minute. And then he passed away a couple of years later. So it was kind of Art Hindle he's like a classic Canadian guy from Christmas. The Brood. And so the Brood, of course. Yeah. So he's been in a lot of Canadian horror films. And he did great along with Dave Foley from Kids in the Hall. But at one point we did have Roddy Piper. Kevin Nash, he was one of our top picks because I know he's acted in a lot since Monster Brawl, but I think even back in 2010 when we filmed, he'd already done some considerable acting, I believe, at the time. And he was it's Kevin Nash after all. I mean, it's Kevin Nash. That's right. And what about he was Lance one of the last? Henriksen? Right. Yeah. So I had met him a year before at the Festival of Fear in Toronto, like the big convention they have, Fan Expo, I believe it's called. Yeah. And we had met him, and I don't even think this was a low budget movie, so we couldn't afford Lance Henriksen to be in the movie, but he happened to be in Toronto like the day or two after we wrapped, and we had a connection to him. And he has such that smoky voice that's just so iconic that he was kind enough to lend his voice to the movie as he's prominent in the trailer, but he's kind of a narrator in the movie. He's not a commentator. He kind of comes in as this voice of God, Mortal Kombat style voice that just announces if somebody does some kind of crazy move, you just hear Lance chime in fantastic and things like that. So we were trying to, this was, again, it was such an early film of ours, and we were really stretched with our budget. So we were just trying to cast a wide net to see who we could include in this. And, all the wrestling
match and scenes in the movie, like behind those character, like Universal Monster character, it's actual real wrestler that are doing there. Is there any people like that that are in Monster Brawl that we don't know and that became more famous and stuff like that? I think Robert Maillet, maybe. He's not a yeah. wrestler. Well, Yeah, of course, he was well known before as Kurgan, isn't it, Bertrand? His Yeah, name was Kurgan. Yes. Yeah, Robert was. I think he even had a name, the Acadian Giant, and then he went to. Then he was Kurgan, and I think he had a couple other acts even prior to Kurgan. I don't know. Maybe Bertrand knows that he. I think they tried a few different characters for him. Yeah, before they there was a settled on Kurgan. variation on the Kurgan team. That's right. That's right. And of course, he knocked it out of the park as that huge. I don't know whether he was a Cyclops, but he was in Zack Snyder's 300 as that huge beast that Gerard Butler fights. And then I think he went on to do Guy Ritchie's Sherlock Holmes with. He famously knocked out Robert Downey Jr. on that set. And Robert Downey I remember seeing him on Letterman, and he was talked about Robert, and because he's such a nice, mild-mannered guy. I don't know if you've got to meet him anywhere, but we've worked with him since. And I think since Monster Brawl, he's gone on to work with Guillermo del Toro a number of times in Pacific Rim and The Strain. If I'm not mistaken, Frankenstein is with Ari, right? Ari Mellon, yeah. Yeah, which is kind of funny because they both play in the same movie in Vicious Fun. That's right. Yeah. And they were all in my second film, Septic Man. We had Robert come back for that. Yeah. Ari, I believe Ari was in it. We've worked with Ari a number of times, and Julian Richings, who was also in Vicious Fun. But the answer to your question, Steve, is the one guy I'd give a lot of credit to is a wrestler. He's more of a personality now, named RJ City. He kind of does an act with David Arquette now, I think. He runs like a talk show or something. But he was a Canadian wrestler, and he kind of choreographed the fights with us and was kind of served as a stunt coordinator in addition to playing the werewolf, and he played the mummy. And he also was able to bring in a number of kind of local wrestlers on like the Southern Ontario circuit, like Rico Montana, who played the Zombie Man, and Holly Letkeman. She played the Witch, and I think she actually is in Impact Wrestling now and she dresses as a monster. I forget her character. Do you know her? Which no. That doesn't ring a bell. Rosemary is her name. She wrestles as somebody named Rosemary. Yeah. Well, yeah, she did the Rosemary gimmick. Yeah, true. That's what it is. Yeah. Okay. So we had like 4 or 5 kind of Southern Ontario wrestlers on that circuit, and then just my one of my high school friends, Jason Brown, who was more kind of obsessed at the time with mixed martial arts and UFC. And he played the Cyclops and the Swamp Guy, the Swamp Gut. And then at one point we were trying to get Bruce Buffer, the famous announcer from UFC, and we couldn't get him, but we got Herb Dean as the ref. And it was just kind of like a cheesy cameo where Herb came in for one day. He shot and he reffed the Cyclops and Witch fight. And the Witch slices his neck open, and he gets killed in the first match, which kind of like got rid of the question of why it was like no holds barred. There were no more rules, no more refs. It was just fight to the death. So when you shot this movie in 2010, it played at Fantasia the year after, and after like can we say that this is the film that kind of started your career, at the end of the day, because like it got distribution pretty much everywhere, so it was worth the I don't know, the money and the time to get like Kevin Nash and Jimmy Hart and stuff like that. Like a movie, any distributor who's seeing this cast,
just like we want it. It's Munster, it's wrestling, it's names and stuff. So They there we both go. work together. Yeah, and back what Martin said. I don't think I was at the Mayfair screening in Ottawa, but the screenings I did go to, it's Fantasia being one, and the one we did at the Calgary Film Festival. It was similar to what you described at the Mayfair. It had this party kind of atmosphere. Not all the screenings, but certainly the wrestling cities where it played there. I mean, it was crazy. It was like people were throwing stuff at the screen, like popcorn, and like cheering for like certain characters. Even heels in the movie were getting cheered or booed. There was like a waft of weed smoke in one of the theaters. It's just like absolute chaos. And I haven't since then been to a kind of an interactive screening like that. I mean, the closest it would come to would be maybe some of the maybe like a Fantastic Fest screening or the Midnight Madness screenings at TIFF, but there was like a palpable energy there, and because it was playing to, like, you kind of had to know what we were doing. You had to like wrestling. Like, it was, if you didn't like wrestling, then if you were more into like elevated genre stuff, like, you probably wouldn't like it. It was essentially made for the kid in me. So I kind of wore its heart on its sleeve in that respect. Like, it wasn't trying to be anything else except for like a fun time. But at the same time, you said it a few minutes ago, horror and wrestling goes hand in hand. I mean, I wasn't aware of that. I went to a horror convention. It was Days of the Dead, I think. And when I went there, there was guests that were wrestlers. And I'm like, why do they have wrestler in the convention? It's a horror convention. And Steve told me that it's totally normal. Horror fans are normally fans of wrestling. I didn't even know that. And now that I know, I noticed it. Everybody that are friends with me, I'd say that probably 80%, 90% of them watch wrestling. So I kind of get why the party was there and at the Mayfair Theater. So I got it, you know. So I assume the Fantasia presentation was quite the same thing. Yes. Yeah, it was. I feel like, I mean, those Fantasia audiences in Montreal usually get behind a lot of the independent films that play there. It's a fantastic crowd. But you could tell that there was a definite wrestling contingent. But you're right, Martin. There's a ton of crossover there. I from what I gathered from your chat with Bertrand, like, I know you mentioned Tyler Mane and Roddy Piper and They Live, and Dave Bautista, his acting career. Like, a lot of wrestlers do make that crossover into film, and particularly into horror, because I think it's kind of operating in the same level of fantasy to some degree, and fun, and kind of that the spectacle of it all. And we totally forgot about The Rock and the Scorpion King. No, of course. The Rock wasn't Scorpion King, of course. But The Rock is everywhere. So now Rock is... But have you worked with any wrestlers since Monster Brawl in any other of your films, or not? No, other than Robert Maillet, again, working with him. But I didn't, like, there were plans at the time to develop a sequel with Anchor Bay. There had been discussions, and we had looked at concepts and tried to make it for a bigger budget. And then there had been talks of kind of selling the concept to be remade, like somebody else would remake it with like studio kind of money. It didn't really pick up. It didn't really land anywhere, but you know, truth be told, we didn't really push it at the time. We were kind of progressing on to, at least my career as a filmmaker. There were other things I wanted to do a creature feature, which I did next. And I still hadn't done my own zombie film or a haunted house film, which I've since kind of like checked those off.
So I wouldn't be against revisiting it. My love of wrestling, I mean, I haven't kept up with it nowadays, but I was certainly the mid 80s to early 90s was my coming of age with it, with Randy Savage and Ultimate Warrior, of course, and then I stopped for a while, and then in my later years in high school, and this is kind of what you were saying, we would get together and watch horror films, and I remember vividly watching Evil Dead 2 all the time, and watching Triple H and The Rock and Stone Cold in that era. And that era was like that was and also, but there we were playing Resident Evil games, so it was all kind of intermeshed. It was just like the subculture we were in. One of the movie from a wrestler that I never saw is called WrestleManiacs, and it's with Rey Mysterio. Anybody saw that film? I did not. And it's with Rey Mysterio. Yeah, I keep saying seeing the artwork, and I remember at back in the day in Montreal at HMV, it was like $42.99. So I never bought it. I was like, wow, I'm never gonna pay that amount of money for a DVD. But I'm wondering if it's good. Like we should do a watch party and watch WrestleMania all together. I'm pretty sure it's on Tubi. Like everything's on Tubi now. Yes, so, yeah. I don't know why I got a feeling it's going to be terrible. We're almost at the end of the show. In our show, there's always a little segment where that we call like an anecdote, where we ask the guests to just like say something that it's funny that happened like during the shoot of the movie and stuff like that. So I don't know if you and even stuff, even Bertrand let Zumblar run the little video, and then after we can check this out with you guys. Anecdote, c'est l'heure de l'anecdote. Who want to start? Jesse, Bertrand, you have something? There has to be an anecdote with Jimmy Hart on that set, because Jimmy Hart is a guy. Because I worked with Jimmy Hart. Absolutely. That's on wrestling shows, and he's amazing. But he's very not demanding, but he has always an idea. So on a movie set, I don't know how it was, but when he's at a show, he's always has something. Oh, we could do this, or we could do that, or we. So I imagine you have a Jimmy Hart story somewhere. I have a number of them, actually. And as soon as you mentioned anecdote, I was racing because I was panicking because I haven't remembered in so long. But there were certainly many funny anecdotes on that shoot. There was some with Kevin, although none come to mind, but Jimmy Hart for sure, because he was such a good raconteur. Like he anytime between shoots, he'd have a crowd around them and around him, and he would be telling people these like absolutely amazing stories about Andy Kaufman, and him around the Memphis scene. But at one point in the middle of the filming, he called Hulk Hogan because Hulk Hogan was one of their mutual friends was in trouble or had a health problem, and Jimmy like wired the pay we gave him for Monster Brawl. He gave it to like his friend who was in the hospital, and I thought that was pretty cool. And he's just like such a nice guy. And I remember being like just at the local Boston Pizza or something, and like seeing some of my friends from high school there, and we were just on a break, and they were like looking over at me, and I'm sitting there with Jimmy Hart in his full like Hart tuxedo with his megaphone on the table, and I like those kind of things happen because we shot in my hometown, which is only about 10,000 people here, so it was hard to hide the fact that this wrestling movie was going on in this old warehouse down the street.
That's about it. I mean, I feel like I'm missing. So I know Kevin Nash forgot his knee brace, and there was a little bit of a kerfuffle of us having to ship his knee brace down to Tampa. But there was no like injuries or anything. We just really had an amazing time and a really fun wrap party because Kevin Nash was there for the last day of the shoot. So we got to like sit around and eat pizza and drink wine with him, and he was good shit. So that's all I got for now. And then he went to do Magic Mike. That's right. That's right. You know, while you were talking, I went on Tubi to check if WrestleManiac was there. It's not, but there's two other films. One is called Wrestle Massacre with René Dupré, Nikolai Volkov, and another one is called Pro Wrestlers versus Zombie, starring Roddy Piper, Jim Duggan, Matt Hardy, Ruby Hardy, Shane Douglas. And I think I can see Kurt Angle on the poster art, but he's not listed, which is strange. We're gonna have to do a watch party. It's gonna be amazing. I know what I'm doing tomorrow. Bertrand, do you have any anecdote that happened? You can tell it in French if you want. That happened while you were like in this wrestling world and stuff like that. Well, Jim, I mean, if we go into Jimmy Hart route, I mean, Jimmy Hart was always talking a mile a minute. And he was like, he gets bored very fast, so he wants to do something. So at some point, we're like setting up the building, and he, instead of just waiting in the dressing room or asking to do something else or going back to his hotel, he's like in the trailer, helping, taking the ring out and bringing the stuff in the building. So and we're like, no, I'm bored. I need to move. I cannot stay. Okay, and you know he was very nice, very approachable, very funny. I mean, as far as wrestlers goes, my most incredible experience was probably taking care of Hulk Hogan at Comic-Con. Jimmy Hart was there. Apparently, he's everywhere, but. Yeah. I've walked the floor at Comic-Con with other wrestling guests, or I've seen guests walk the floor. When Hulk walked the floor, we actually had to call security because it was like a swarm. Suddenly everybody's stopping and everybody wants to have a look. Everybody wants to be close. People want to shake his hand and stuff. And we had about, 10 meters maybe to go backstage. And it was it was not happening without some security, and it's the first time it happened, and it was very it's a magnet person. Yeah. It's like, wow, okay, there's really something weird going on now, because suddenly the floor is stopping. I walked the floor with Jericho, and we just through, and nobody stopped him, and it was never a security issue, and there was tons of people. For Hulk, it seemed clear. We go, and it's like, whoo. Security. I remember backstage. Hulk Hogan, when he was doing his panel, he asked for something to drink, and somebody brought him like a little glass of water, and he was like, really? Like, can I have a beer or something? And he, like, the same person, I remember, brought him a little glass of beer. And like, can I have the pitcher? And while he was doing his panel, he was drinking the pitcher all along. I was like, wow. I remember I was next to him in the back, and I was like, I don't want to say shaking, but I was like, I want to take a picture with him, but I'm too shy, and I never took it. I ate myself. But hey guys, thanks. I think Bertrand, we should at some point we should talk with you again. I don't know. Let's do a watch party and watch those pro wrestler versus zombie thing. And Jesse, you should come back on the show just to talk about all your other film. Not only Monster Brawl, but you did. Yeah, I want to hear something about Cult Hero. Yes, we're headed to Cannes next month with it. Nice. So I'm very excited. Yeah, I want to hear everything about it. So thanks, guys. At the end of our show, we always have our friend El Zamblar coming up with a joke in French, and I think he have one in English just for you, Jesse, this week. Eh oui.
oui, évidemment. Alors, vous savez tous ceux qui nous regardent, que mon anglais est véritablement nul, mais especially for Jesse, my best horror joke ever. Okay? Go. What do vegetarian zombies eat? Yes? No? No. Grains.